Allô? Ça marche? On me donne le go. Bonjour à tous, merci d'être là si matinal, hein. Enfin, c'est un rendez-vous à 9 h, merci d'être là. Bienvenue à ce talk sur l'économie circulaire dans la mode. On va parler transition, on va parler contexte, on va parler projet. On va essayer d'être concrète, réveillée, mais ça oui, positive, intéressante. Enfin, voilà, on va essayer d'avoir une conversation tournée autour de nos sujets. On a la chance d'avoir un panel super intéressant de femmes, ça j'adore. Nous avons, je vais démarrer avec Isabelle au milieu. Isabelle Lefort, cofondatrice de Paris Good Fashion. Je ne sais pas si on présente Paris Good Fashion toujours, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est une association qui fédère plus de 100 acteurs de l'industrie de la mode, donc marques, ONG, solutions, etc. Vous vous définissez comme un lab de co-création de solutions concrètes pour faire de Paris la capitale de la mode responsable. Même pour 2030, de faire de Paris la capitale, une capitale exemplaire de la mode responsable. Oui. Bel objectif. Nous avons Laure Betch, cofondatrice de Fairly Made, start-up fondée en 2018, start-up entreprise à mission dès le départ. Ouais. Fairly Made, une plateforme SaaS, on est d'accord, dont la promesse envers vos clients, donc les marques, est de mesurer l'impact environnemental et social des produits pour garantir une croissance durable et responsable. C'est ça, donc traçabilité et mesure, donc. Ok. Je ne me trompe pas. Et Stéphanie Grandjean-Mathéos, directrice en économie circulaire au Centre d'excellence de KPMG en France. KPMG également, entreprise à mission depuis 1 an. Depuis 2 ans. Et qui accompagne les marques et l'industrie de la mode sur différents sujets ESG. Et aujourd'hui, on va parler économie circulaire. Voilà, pour un peu de contexte. Donc ça va être une conversation. Nous sommes peu, on a la chance de pouvoir avoir un format agile. Mesdames, je vais poser les questions, mais allez-y aussi, hein. Auto-posez-vous des questions, je pense que c'est ce qui va rendre le truc intéressant et concret. Alors, pour un peu de contexte, moi je suis Mina Bishop, pour info. Je ne me suis pas présentée. Senior manager en économie circulaire, spécialisée dans l'industrie de la mode chez KPMG également. Alors, nous l'entendons assez. L'industrie de la mode est extrêmement polluante, parfois borderline, aussi socialement. Tout le long de sa chaîne d'approvisionnement, en crise, les modes de consommation évoluent, la réglementation est de plus en plus oppressante pour les entreprises, CSRD, loi AGEC, etc., devoir de vigilance. Isabelle, on va démarrer avec toi. Comment est le moral des troupes ? Comment ressens-tu le moral des entreprises et des gens qui, au sein de l'association, tu es en contact journalier avec eux? Comment est l'écosystème de la mode dans ce contexte? Alors, il est un peu stressé, parce que d'abord, il faut rappeler le contexte global, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même une urgence qui arrive très forte, qui est l'urgence climatique et environnementale, à laquelle il faut faire face. Donc, on sait que le mur se rapproche. On disait déjà depuis 2-3 ans qu'on avait 10 ans devant nous. On n'a plus 10 ans devant nous, donc il faut agir très rapidement. Ensuite, on a tout un contexte, effectivement, législatif pour changer les choses, etc., qui, au niveau français, au niveau européen, va très vite, même au niveau américain, par exemple, etc. Mais parfois, ça manque un peu de coordination. Parfois, c'est même peut-être contradictoire ou contre-productif. Donc, c'est compliqué pour les entreprises, sachant que si on prend par exemple un sujet comme l'affichage environnemental, tu seras d'accord avec moi, nécessite des investissements importants. Donc, nécessite de l'argent. Or, et là on passe au contexte économique, le contexte économique fait que si les entreprises du luxe, a priori, elles sont en meilleure santé, elles sont plus assurées, etc., ce qui se passe en Chine, mais certaines entreprises ou certains groupes et marques importantes en état de fragilité, d'autres
type LVMH, ils ont une telle assise et une diversité d'activités sont beaucoup plus protégées, mais il n'empêche qu'il y a un contexte difficile. Et après, vous avez dans les marques de la mode accessibles en Europe et en France, qui, elles, sont sous le feu de la concurrence des marques de l'ultra fast fashion. Ça va très très vite et on voit bien le nombre d'entreprises dont on apprend tous les jours, des dépôts de bilan, des redressements, etc. Donc c'est très difficile. Néanmoins, moi j'ai tendance à appeler les directeurs RSE d'être décisifs et ils se réveillent le matin, ils ont la super pêche et ils y vont. Et le soir, ils vont se coucher, ils sont un peu plus fatigués et voire un peu démoralisés, parce qu'il faut convaincre à l'intérieur de l'entreprise, il faut convaincre les salariés, il faut trouver des solutions qui sont chaque jour un peu plus complexes, et notamment sur toutes les questions aussi il y a une grande inconnue qui est le scope 3, la traçabilité, et qui, sur la partie représente un poids colossal sur les émissions de gaz à effet de serre, et sur laquelle c'est très très compliqué d'avoir du poids. Mais ça, je passe la parole à Laure. Merci Isabelle. Donc en effet, nous pour réexpliquer ce qu'on fait chez Fairly Made, donc on aide les marques sur 3 grandes verticales. La première, c'est la traçabilité. Donc il y a un très gros enjeu sur le monde de la mode, c'est que c'est un milieu qui est très fragmenté et qui est très opaque. On a la plupart des vêtements que l'on porte qui ont des mix de matières, ce qui leur rend compliqué à tracer. Donc si on imagine un arbre de traçabilité, il y a beaucoup de branches à chaque fois à tracer. Donc nous, c'est ce qu'on aide, c'est ce qu'on fait pour les marques. On aide les marques de mode à tracer les fournisseurs amont qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, plus on s'éloigne de la marque et plus on se rapproche de la matière première, plus c'est là qu'il va y avoir des réels problèmes et des enjeux à la fois sociaux et environnementaux. Donc gros enjeu traçabilité. Nous, pour vous raconter l'aventure et comment est-ce qu'on a lancé la boîte avec mon associé, on s'est lancé en allant sur le terrain et on a visité plus de 200 usines. Donc au niveau de chacun des maillons de la chaîne, on est allé voir des fermiers, des filateurs, des tisseurs, des teinturiers, des manufactureurs pour comprendre réellement les enjeux. Et on a vu des choses terribles. Et concrètement, on a vu des enfants qui ramassaient du coton. C'était il y a à peu près 5 ans qu'on a vu ça. Donc ça existe encore. On a vu des femmes qui étaient esclaves dans des usines de filature. Donc c'est des choses qui existent et en fait qui sont très très loin aujourd'hui des metteurs en marché, qui sont très loin des paillettes qu'on voit dans les magasins. Voilà, gros enjeu sur la traçabilité et sur les risques sociaux et environnementaux qu'il peut y avoir. Donc premier gros sujet pour nous. Ensuite, on va récolter de la donnée auprès de ces fournisseurs. Donc ça, il faut savoir que comme c'est justement un monde qui est très opaque, c'est très compliqué d'aller récupérer cette donnée. Donc on permet aux marques justement de le faire à l'échelle et ensuite de vérifier cette information qui est récoltée. Et ensuite, on déploie des supports de communication. Donc je vous ferai scanner, si vous venez me voir à la fin, des QR codes. Vous pouvez aussi aller voir sur certains sites des marques avec lesquelles on travaille. Vous pouvez avoir plus d'infos sur la traçabilité. Donc c'est aujourd'hui ce qui est demandé par la loi AGEC. Et on en parlera un petit peu plus après. Il y en a d'autres qui arrivent sur notamment un scoring produit que vous allez avoir. Chaque produit aura un scoring qui représentera son empreinte sur l'environnement. Donc ensuite, le challenge, c'est de comprendre quelle est la méthodologie derrière ce scoring, la véracité de cette information-là. Et donc, on permet aux marques d'anticiper ces législations et de s'y préparer. J'ai plein de questions. Je ne sais pas dans quel ordre les donner. Pourquoi est-ce que c'est si important la traçabilité ? Pourquoi est-ce que c'est le point de départ de tout ? Et 2, comment est-ce que les marques ressentent cette pression de la réglementation sur ces sujets-là ? Alors la traçabilité, pour moi, c'est vraiment le premier sujet à traiter quand on commence une roadmap RSE, parce que si on ne sait pas avec qui on travaille, en fait, on n'est pas capable d'identifier les risques liés à notre chaîne de production. Donc c'est vraiment la première chose à mettre en place pour faire un état des lieux. En fait, pour se dire, en réalité, généralement, les marques de mode, elles connaissent 1 ou 2 rangs. Donc soit la dernière étape qui va faire l'assemblage, soit elles achètent la matière. Là, on parle plutôt de travail à façon. Mais en réalité, les enjeux, ils sont vraiment beaucoup plus hauts dans la chaîne de valeur. Donc, première étape, faire cet état des lieux
pour définir une roadmap sur justement les risques à anticiper. Et ensuite, c'est au niveau de ces acteurs-là que nous, on vient récupérer l'information pour ces données primaires pour pouvoir les intégrer dans une analyse de cycle de vie. Donc c'est grâce aux informations récupérées auprès des fournisseurs que l'on va pouvoir retranscrire un impact environnemental du produit et ensuite voilà, travailler sur un plan d'action pour améliorer son impact. L'information, il faut aller la chercher auprès des fournisseurs. C'est-à-dire que beaucoup reposent sur les épaules des fournisseurs. Comment est-ce que vous gérez ça? Quelle est votre relation avec ces fournisseurs? Comment faites-vous? Parce que si, j'imagine, 10 000 marques vont voir tous les fournisseurs, leur demandent les mêmes questions de manière répétitive. À un moment donné, ils ne vont plus pouvoir faire leur travail de fabricant ils vont juste être eux aussi dans du reporting. Comment est-ce que vous, Fairly Made, vous accompagnez aussi les fournisseurs dans ce sujet-là? Ouais, dans ce sujet-là. On a développé une plateforme dédiée pour les fournisseurs avec une interface pour qu'eux puissent remplir cette information-là. Mais en effet, ce que tu dis, c'est très juste. Et moi, j'étais chef de produit avant, donc mon rôle, c'était de mettre sur le terrain, en boutique, des vêtements avec un certain niveau de prix, de qualité et des délais. Et je demandais aucune info il y a 10 ans sur quelle est l'empreinte environnementale, quel est votre... Et je demandais absolument, je collectais pas de données. Or maintenant, dans le deal, les marques justement, et c'est important qu'elles le fassent, dans les échanges commerciaux qu'elles ont avec les usines, elles demandent de remplir ces données. Mais il faut savoir que pour les usines, c'est nouveau. C'est-à-dire que le niveau de maturité des usines, aujourd'hui sur ce sujet-là, il est assez faible. Parce qu'il y a un enjeu justement sur la qualité ensuite de la donnée qu'on va récupérer. Donc nous, l'idée, c'est on est un tiers de confiance pour aider les marques à accélérer cette récolte de données, le faire à l'échelle, parce qu'il faut se rendre compte que si on prend, je prenais l'exemple d'une chaussure, on peut avoir jusqu'à 26 usines différentes avec tous les composants qu'il y a, donc c'est énorme. Donc si on multiplie ce nombre d'usines par le nombre de produits, c'est absolument énorme en termes de récolte de données. Donc la plupart des marques qui veulent se lancer tout seules, elles le font avec un fichier Excel concrètement. Et donc c'est très compliqué de gérer le sujet à l'échelle. Donc on leur fournit l'outil pour le faire de façon plus facile et plus qualitative, puisqu'on va aussi vérifier certains éléments dans la récolte de données qu'on fait. Traçabilité, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, en fait, je crois qu'il faut juste resituer le contexte de la mode durable aujourd'hui. Oui. C'est un peu le Far West, hein, c'est-à-dire qu'on est au démarrage de quelque chose. C'est-à-dire que tout ça, le travail sur la traçabilité, le travail sur l'affichage environnemental, la loi AGEC, la circularité, dans la mode, date d'il y a à peu près 5 ans. Et donc, à peu près 5 ans, ça veut dire qu'il faut tout structurer. Et au niveau des fournisseurs, si tu veux, il faut qu'eux-mêmes se structurent. Or, les fournisseurs, depuis, je pense que c'est l'arrivée de la Chine dans l'OMC, l'éclatement absolu des chaînes de production, des chaînes de valeur. Donc, auparavant, tu savais grosso modo où, entre ta matière et en arrivant en magasin, tu savais à peu près. Là, tu sais plus du tout parce que c'est totalement satellisé et il y en a partout. Donc, il faut vraiment avancer sur l'ensemble et le travail des fournisseurs. Et c'est vrai que Fairly Made contribue à ça en allant former aussi des fournisseurs, mais ils sont au tout début. Donc, il faut que tu ailles très très loin. Il faut convaincre des gens que c'est important pour leur business de le faire. Et ça, c'est pas évident en fait. Alors qu'ils sont pas soumis aux mêmes réglementations qu'en Europe. Pas soumis à la même réglementation, soumis à une énorme concurrence, soumis à une raréfaction des matières premières naturelles, changement climatique égale des productions qui baissent en matière de coton, etc. Une production en volume qui augmente et donc de plus en plus de besoins en matière. Oui, ça explose un peu dans tous les sens. Et ça coûte plus cher, oui. Donc, que remarques-tu comme grande transformation auprès de tes membres? Quels sont les sujets en fait qui prennent le plus, ou comment est-ce qu'ils font pour travailler? Comment faites-vous pour travailler ou accompagner chez Paris Good Fashion sur cette grande transformation? Alors, l'un des premiers sujets qui a été pris en compte, c'est la traçabilité et l'éco-conception, transformer, etc. Donc ça, c'est certain que ces deux sujets-là sont vraiment bien intégrés dans les stratégies. Après, est-ce qu'elles sont bien faites? C'est pas forcément la même chose, mais en tout cas, elles sont intégrées. Ensuite, l'affichage environnemental, qui est un énorme sujet avec le scoring, etc., a, au niveau France, mais aussi au niveau européen, pris énormément de choses, de temps et de moyens.
et donc des moyens aussi financiers pour le faire. Donc ça drive beaucoup. Et après, tu as tous les sujets sur la recyclabilité, avec Refashion, notre éco-organisme, les éco-modulations qui ont été multipliées par 2 ou par 3 selon. Donc il y a vraiment une structuration de l'activité autour de ça. Mais je vais parler il y a 5 ans, je ne pensais pas, par exemple, quand on a lancé Paris Good Fashion, qu'on arriverait à un travail avec autant d'alliances et de collectifs. Or, aujourd'hui, et je pense que tu me contrediras pas, mais le collectif est primordial. Il est primordial pour avancer parce qu'aucune entreprise seule peut résoudre à elle seule le problème. Et je ne sais plus combien vous avez aujourd'hui de clients, etc. Mais c'est en massifiant qu'on arrive à avancer. C'est en massifiant qu'on peut trouver des solutions et qu'on peut aussi partager, mutualiser et trouver des modèles économiques qui fonctionnent. Donc ça, c'est vrai que nous, quand on s'est lancé, aujourd'hui, on est plus de 100 et ça augmente tous les mois, donc c'est formidable. Mais parce qu'il y a un besoin de travailler ensemble. Et ça, ce collectif, ces alliances, c'est valable avec le Fashion Pact, c'est valable avec Fashion for Good, etc. On n'est pas les seuls, mais c'est indispensable. Et c'est aussi indispensable pour traiter la donnée. Donc, parce qu'il y a un énorme problème de d'où vient la donnée, qui la traite, quel est le sourcing, quels sont potentiellement les intérêts derrière le traitement de la donnée, etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nos membres nous ont alertés. Donc on lance une méthodologie ACT, qui est un protocole ADEME, World Benchmarking, CDP, pour évaluer la crédibilité des stratégies carbone. On a aujourd'hui, au démarrage, sur le copy, nous étions 10. On a eu plus de 170 personnes, 170 structures qui ont participé à la consultation publique et on est au stade de l'expérimentation. Nous avons plus de 20 entreprises ou groupes qui participent. Et ça, ce besoin de travailler ensemble est extrêmement fort et je pense par exemple sur la méthodologie ACT, aucun autre secteur n'avait autant répondu collectivement. C'est-à-dire si vous prenez le secteur de l'énergie, du papier, etc., ils ont eu beaucoup moins de participation à la consultation publique. Donc je pense que c'est un vrai changement important et qui est quelque part rassurant sur la dynamique. Il y a une nécessité et une volonté de travailler ensemble. Et donc les entreprises arrivent à mettre de côté leur concurrence pour travailler ensemble. Ah oui. Je trouve que c'est un des premiers sujets qui arrive à mettre autour de la table des concurrents directs. Au démarrage, si tu veux, nous à Paris Good Fashion, c'est vrai qu'on a une particularité. On a une plus forte représentation des marques, des groupes de luxe. Donc, mais nous avons, dès le démarrage, sur un des grands groupes qu'on a créé sur la bientraitance animale, nous avons aussi bien travaillé avec le Conseil national du cuir, avec Kering qui a proposé le sujet, que Chanel, LVMH, les Galeries Lafayette, Première Vision, etc. Et c'est indispensable. Personne n'a la vérité. Il faut la construire, cette vérité. Et si elle n'est pas construite collectivement, on n'y arrivera pas. On va arriver un peu sur les sujets d'économie circulaire. Quand on pense économie circulaire dans la mode, on pense à l'éco-design, le recyclage, le réemploi. On en entend beaucoup parler. Est-ce que je sais qu'il y a aussi d'autres sujets qui émergent. Sur les nouveaux business models, en fait, il y a encore peut-être à prouver le modèle économique de ces nouveaux business models. Et quel est le ressenti chez Paris Good Fashion sur les nouveaux modèles économiques ? Sur quoi vous travaillez ? Alors, dans les nouveaux business économiques, il y en a un qui est la décroissance. Il faut à un moment donné appeler un chat. La mode a un problème. Ce secteur a énormément progressé. Depuis la fin des années 80, même avant. Bref, il y a une énorme augmentation du volume, mais il y a aussi pas forcément une qualité qui suit, au contraire. Donc ce problème de volume, ce problème de baisse de qualité fait que nous saturons dans tous les sens, que nous avons une baisse d'estime du marché. Donc regardez les ventes en magasin, etc., en France notamment, mais s'effondrent. Vous avez aussi une baisse d'appréciation globale de la mode, avec des renouvellements de collections beaucoup trop forts, etc. Donc il y a une saturation du marché.
Donc, comment on fait pour s'attaquer au premier sujet, qui est celui de la volumétrie? Donc ça, je pense que le mot décroissance, c'est un gros mot qui fait très peur à tout le monde, puisque quel est le business économique derrière? Or, nous, on a travaillé sur un cursus avec l'Institut français de la mode pour décortiquer ce sujet, voir quels étaient les aspects théoriques, les théoriciens qui ont travaillé autour de ça, et au-delà de Timothée Parry, parce qu'il n'y a pas que Timothée Parry autour de ça, il faut reprendre au Club de Rome et autres. Et ensuite, on a fait intervenir des entreprises. Kiabi, Monoprix, Louboutin, Petit Bateau, ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Donc ça, c'est en train de changer. Et dans les nouveaux business models, je pense que de réfléchir entre volume et valeur et rapporter de la qualité, c'est indispensable. Un petit détail qui a sa petite importance, on parle aujourd'hui de créer une proposition de loi pour stopper la fast fashion. Appliquons les lois existantes. Une des lois existantes, c'est le droit de garantie à la conformité. Tout produit qui est mis sur le marché en France, en Europe, doit être conforme pendant 2 ans. Il tombe en panne, il y a un défaut de fabrication, etc. Tout consommateur peut le rapporter, demander à ce qu'il soit ou réparé, ou remplacé, ou remboursé. Il en va de même pour les semi-produits et les semi-produits du seul textile. Appliquons ça. Déjà, ce serait quand même formidable. Or, dans les marques à qui j'ai posé la question, donc certaines ne connaissent pas, certaines disent oui, oui, mais au-delà du oui, non, on ne le fait pas. Et d'autres ne le font pas parce qu'ils ne pensent pas que ce soit un avantage concurrentiel. Partons sur des lois déjà existantes. Et sur le recyclage aussi, sur les nouveaux business models, on l'a vu, alors les technologies avancent pour refaire de la fibre à partir de fibres mélangées, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de textiles qui sont des textiles mélangés. Donc, comment on fait pour faire cela? Donc, les technologies n'existaient pas il y a 5 ans, elles commencent à exister. Le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas la demande. Donc, on a vu une entreprise comme Renewcell chuter. Alors, bon, c'était une start-up, elle avait été très soutenue, etc., mais elle n'a pas pu passer au-delà des 3 ans. Donc, sur ces business models, il faut vraiment... Et il y a un certain nombre d'entreprises en France qui sont en danger, alors qu'elles peuvent proposer de la fibre recyclée, de qualité, et que la fibre recyclée, on n'arrivera jamais à faire de la mode circulaire si on n'a pas de fibre recyclée. Donc, on est à un moment, à un nœud un peu complexe et qu'il faut arriver à sortir. Et du coup... Stéphanie, j'ai une question pour toi, parce que chez KPMG, on travaille sur la mode, mais on travaille aussi pour beaucoup d'autres secteurs. Je me demande s'il n'y a pas des best practices à les récupérer ailleurs pour venir accompagner l'industrie textile. Comment est-ce qu'on peut faire des ponts? Aujourd'hui, quels sont les points bloquants que tu vois les obstacles à ce grand déploiement dont parlait Isabelle? Oui, peut-être 3. Le premier, c'est déjà se mettre d'accord sur ce qu'on dit derrière le mot économie circulaire et circularité, tu vois. Et puis se demander pourquoi, quels sont les enjeux qu'on va adresser avec cette économie circulaire. Donc c'est là où on fait le pont avec la décarbe, c'est là où on fait le pont avec les ressources, c'est là où on fait le pont avec la biodiversité, les déchets. Mais l'économie circulaire, c'est pas un problème. L'économie circulaire, c'est un levier au service de quelque chose. Et donc le point important, c'est déjà se demander c'est quoi les enjeux que je dois adresser. Et il y en a un certain nombre dans la mode, ils ne sont pas forcément les mêmes dans les autres secteurs, mais la première étape, et ça rejoint ce qu'on se dit, c'est où est-ce que ça fait mal, qu'est-ce que je dois aller adresser et où est-ce que je dois mettre de l'énergie et en quoi la circularité, elle peut aider sur ce sujet-là. Le deuxième élément qu'on voit, c'est que, en fait, si je fais le parallèle avec les autres éléments de stratégie qu'on peut faire, par exemple, sur la décarbonation, vous avez un premier levier, c'est l'énergie. Je vais faire un raccourci, c'est facile. Vous travaillez avec les gens qui s'occupent de l'énergie chez vous, vous transformez un truc, vous achetez de l'énergie verte, c'est plié. L'économie circulaire, le problème, c'est que ça va concerner tout le monde dans votre organisation, voire plein de monde en dehors de votre organisation. Donc ça veut dire mettre en mouvement beaucoup de monde, de la conception produit, aux achats, à la haute distribution, au marketing, au système d'information. On fait une mission en ce moment avec un client dans un autre secteur qui a une pratique économie circulaire, qui avait géré son pratique économie circulaire, ses produits circulaires, un peu comme tout le monde l'a fait, un peu à côté, en mode POC. On va le faire en mode POC. Donc ils avaient trouvé un bout de RP, ils avaient trouvé un site internet, puis là ils se disent c'est vachement bien ce truc-là, on voudrait pouvoir le réintégrer dans nos systèmes d'info
et puis faire vivre en même temps mon produit A et mon produit A', qui est un produit refurbishé, c'est le même, mais c'est pas le même. Et là, en fonction de vos systèmes d'info, en fonction de votre ERP, en fonction de votre PIM, si vous savez ce que c'est, et ben là, ça passe pas. Donc, il y a comme ça des conséquences très opérationnelles à la transition circulaire. Et puis, le troisième point, et on en a un peu parlé, c'est qu'on va se le dire, le business case, il est quand même pas complètement sec. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup de conversations avec nos clients, du côté mode, mais sur d'autres secteurs, en disant « ça a l'air vachement bien votre truc, mais moi, il faut que j'aille voir mon DG et puis que je lui explique en quoi c'est une bonne idée de faire ça. » Oui, je pense que c'est exactement un point essentiel, c'est comment convaincre entre les gens qui font, les gens qui pensent le développement durable et ceux qui financent. Tant qu'on n'arrivera pas à les inclure dans l'intérêt de la mode circulaire ou de l'économie circulaire et de démontrer, oui, il est possible que ce soit un modèle rentable, ça passe par beaucoup de chasse au gaspillage dans tous les sens du terme, dans les process, etc. etc. Mais c'est une autre approche. Jusqu'à présent, on a eu une approche très... Le développement durable, c'est formidable, c'est important, etc. Les directeurs financiers, ça les touche assez peu quand même, cet argument. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à démontrer un modèle économique de rentabilité de la circularité, on ne passera pas au-delà des 30% ou 40% si on est généreux de l'activité. Et en plus, il y a vraiment des solutions. C'est-à-dire que là, moi, si je prends un exemple concret sur de l'éco-conception, l'éco-conception peut vous faire gagner de l'argent. Donc je vais aller un peu plus dans le détail, mais donc aujourd'hui, chaque metteur en marché doit payer une contribution à Refashion, et donc si votre produit correspond à certaines qualités en utilisant des matières recyclées, certifiées, il y a une liste d'éléments à suivre, et bien vous pouvez réduire cette taxe. Donc c'est là où en fait on se rend compte que développement durable peut aussi être une économie financière. Alors ça coûtera évidemment plus cher d'investir dans une matière biologique certifiée, mais derrière on pourra avoir la réduction de cette taxe. Donc ça c'est important aussi, et c'est un vrai sujet à amener au CODIR et qui va faire peser aussi dans la balance, quoi. Prenons un exemple, l'Institute for Manufacturers de Cambridge a travaillé sur la réduction des impacts environnementaux et économiques. Ils ont travaillé notamment sur Toyota. Toyota, dans les usines, ils ont baissé de 80% l'impact, mais ils ont augmenté la rentabilité. C'est possible. Et il faut démontrer cette possibilité, etc. Et je pense que c'est une autre approche. Ça fait partie des choses sur lesquelles on va travailler ensemble plus tard. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à ce que vraiment cette économie circulaire soit dans le change management et qu'elle soit circulaire à l'intérieur des gens qui font les entreprises et que ce ne soit pas cantonné à des sujets de directeur RSE. Comment on fait ? Alors, comment on fait ? C'est une bonne question. On y va. Vous avez 4 heures. Déjà, on y va. Non, mais c'est vrai, on y va. Bon, ça, c'est la première chose. J'allais dire, on y va sérieusement. Alors, je vais faire la seule blague de mode du truc, c'est-à-dire que on va viser plutôt la petite robe noire intemporelle que la fast fashion dans les actions. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui se passent en matière d'économie circulaire. On peut lancer beaucoup d'initiatives. Il y a plein d'initiatives à lancer. Néanmoins, tout ça, je pense qu'il faut se dire dans quoi ça s'inscrit. C'est quoi la trajectoire, c'est quoi la vision qu'on veut porter en lien avec les autres enjeux, en lien avec la stratégie de l'entreprise. Bon, la CSRD va nous aider un petit peu pour faire ça, hein. Ça va accélérer un petit peu le brise de mouvement, mais il y a quand même ce sujet de se dire on respire un grand coup et puis on essaie de faire ça sérieusement, en mesurant les impacts, en censurant qu'on ne génère pas d'effet rebond à droite et à gauche. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on y va en filière. Ça, on se l'est déjà dit, on n'y va pas tout seul, on y va en filière. Donc, c'est là où parfois il faut peut-être lutter contre des habitudes. Voilà, on a des clients qui nous disent je sens bien qu'il faudrait que j'aille discuter avec ça, avec mes clients, voire avec mes concurrents, mais est-ce que j'y vais pas, est-ce que je ne veux pas
finalement dévoiler des choses. Et ben, voilà, nous, KPMG, on est présent partout, on travaille avec tous les secteurs, on travaille avec tous les acteurs. Donc notre rôle aussi, et c'est ce qu'on va faire avec nos initiatives, c'est de mettre tout le monde autour de la table de manière pérenne. Médiateur. Voilà, médiateur, tiers de confiance qui va permettre de faire ça. La troisième chose qu'on fait, c'est qu'on va en parler à notre patron préféré. Donc on va faire monter le sujet. Bon. Et la quatrième chose qu'on fait également, c'est que on en fait une action collective au sein de l'entreprise. Il y a cette nécessité de faire monter tout le monde en compétence sur ces sujets au sein des entreprises. Je vous donne une illustration dans un autre secteur qui est de la distribution d'équipements sportifs. Le patron nous dit « Moi, j'ai une stratégie économie circulaire, super. Maintenant, j'ai besoin que cette stratégie, elle percole dans toutes mes fonctions. » Je vous donne un exemple, et ça concerne la mode. J'ai besoin que les gens qui travaillent à l'implantation de mes magasins, ils réfléchissent à la circularité. Parce que j'ai besoin qu'ils réfléchissent aux équipements et en quoi l'implantation du magasin, en quoi le mobilier, elle sera elle aussi circulaire. Donc, il y a vraiment cette nécessité. Donc, nous, on travaille sur un programme d'accompagnement. On en reparlera dans quelques semaines un peu plus détaillé parce qu'on va lancer quelque chose avec Paris Gouche Fashion. Mais on travaille à un programme d'accompagnement dédié sur ce sujet qui mixe à la fois du collectif, de l'individuel pour accompagner des filières dans leur intégralité sur ces enjeux. Et je pense une chose qui est importante, toutes les entreprises n'ont pas une marge de manœuvre financière qui peut leur permettre de financer telle ou telle étude, tel ou tel programme, etc. Le collectif, enfin, entre nous, etc., au sein de Paris Good Fashion, mais il n'y a pas que nous, encore une fois, c'est de permettre à ce que, collectivement, on puisse donner les moyens, grâce au collectif, à l'association, à ce que des PME, des plus petites entreprises, des jeunes créateurs aient accès à cette information. Il ne faut pas que cette information demeure l'apanage de quelques cabinets ou demeure l'apanage des plus grands groupes. On n'y arrivera pas comme ça. La mission, c'est de faire face à l'urgence. Et l'urgence, elle est là. Donc il faut accélérer collectivement et en emmenant tout le monde. Et quand on emmène... ce qui va être important, et c'est là où ces programmes de transition circulaire, c'est des programmes de transformation, c'est-à-dire qu'on va embarquer les achats, la logistique, le COMEX, le développement de produits. Et donc, c'est aussi, je vends ma paroisse, c'est d'être en capacité d'intégrer tout ça en une fois. C'est-à-dire, le risque est de se dire, oui, on va travailler sur un petit bout, et le problème, c'est que ce petit bout va pas résonner ailleurs. Donc, on a besoin vraiment d'avoir cette approche globale et de monter un programme qui fasse du sens globalement et qui vous permette cette transfo. Et du coup, je me posais la question, est-ce que quand vos clients viennent vous voir, est-ce que tu as l'impression que ça s'inscrit dans une stratégie globale ou est-ce que c'est il faut qu'on le fasse et donc on vient vous voir parce qu'il nous faut une solution immédiatement. Mais est-ce qu'il y a une vraie réflexion de stratégie RSE et de circularité ? Il y a une vraie réflexion stratégie RSE. Nous, on travaille avec des marques qui sont assez bien établies, donc elles ont toutes une roadmap plus ou moins atteignable, et c'est là où il y a des vraies questions, et un directeur RSE. Donc, qui a défini les objectifs. Et ensuite, nous, on arrive au moment où il faut actionner et il faut être capable de, quand on dit, je vais réduire de 30% mon impact carbone d'ici 3 ans, il faut avoir des vraies solutions et il faut que ça redescende à des métiers très concrets. Et donc, dans notre cas, en fait, c'est des directeurs RSE qui viennent nous voir. Et ensuite, l'usage de la plateforme, ça va être donc par les usines qui vont remplir l'information et ensuite au sein des marques ça va être les directeurs de production qui doivent manager leurs usines, identifier des risques liés à ces usines-là et aussi des responsables du design qui vont devoir comprendre et rentrer vraiment dans un niveau de granularité assez fin pour comprendre quels sont les leviers à actionner, ce sur quoi je dois me focus pour améliorer cette empreinte carbone, par exemple, si on prend cet exemple-là.
Donc en effet, on parlait de sujets transverses au niveau des équipes. Nous, c'est plutôt ça commence par le top et ensuite c'est des objectifs qui doivent ensuite arriver au niveau des métiers, puisqu'en fait c'est au niveau des métiers qu'il va y avoir le concret et l'amélioration des produits du scope 3 dont on parlait, qui est le plus gros focus sur l'impact carbone. Parce qu'il y a tellement en fait d'acteurs à embarquer, je veux dire, du studio aux achats, à la logistique. C'est vrai que ça peut paraître un peu, on dit en anglais overwhelming, enfin un peu beaucoup. Jusqu'aux boutiques, et donc tu en parlais aussi. Mais il y a un vrai enjeu de formation, enfin de sensibilisation et de formation. Et tu parlais des boutiques, et c'est vrai que en fait, il y a de plus en plus aussi de questions des consommateurs finaux en boutique. Et donc nous, grâce aux QR codes qui sont maintenant placés sur les étiquettes ou même parfois sur les labels, ce qui est génial parce que c'est une information qui sera aussi disponible en première et seconde vie. Du coup, ça donne aussi un argument de vente aussi pour les équipes en boutique qui, honnêtement, sont aussi un petit peu perdues vis-à-vis de tout ça. Et d'un point de vue de construction, d'aménagement, de traitement, des déchets à l'intérieur des boutiques, etc., vous allez sur le site Paris Good Fashion, vous avez un guide qui a été établi dans le cadre du PGF et LVMH Store Challenge. Tout est à disposition. Donc vous pouvez avoir toutes les informations sur comment faire, quelles sont les bonnes matières, etc. C'est gratuit, c'est pour tout le monde et c'est vraiment quelque chose qu'on pousse. Et donc n'hésitez pas à l'utiliser ou à le partager, etc., à le diffuser. Parce que vraiment, l'information, elle est disponible aujourd'hui. Il faut savoir où aller la chercher. Mais il y a beaucoup d'informations disponibles. Il nous reste 5 minutes. Ça passe vite. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Je serais intéressé d'avoir votre avis sur l'upcycling, le surcyclage. On n'en a pas parlé et c'est un modèle économique un modèle économique sur la circularité. Ce qui m'intéresse aussi particulièrement, c'est comment vous voyez le surcyclage, l'upcycling d'un point de vue de développement, les opportunités de développement, mais aussi les challenges que rencontre l'upcycling aujourd'hui. Ok. Le modèle économique de l'upcycling est encore à développer. Hein. Donc, pour l'instant, Marine Serre s'en sort bien. Hein. Donc, Marine Serre est marque de créateurs qui fonctionne bien. Pour les autres, il y a beaucoup d'intentions et beaucoup d'échecs actuellement. Donc, c'est compliqué malgré tout. Et après, il y a certainement une place pour l'upcycling. Après, si on se dit qu'on veut réussir à faire des boucles pour traiter les besoins qu'on a en termes de vêtements, on va devoir quand même utiliser des matières pour refaire des choses similaires. C'est-à-dire, l'upcycling, c'est super, mais ça fait sortir peut-être un peu les matériaux vers des usages qui sont différents. Et donc, on se retrouve au stade premier, qui est que pour le premier usage, on a quand même besoin de trouver des matières. Donc, pourquoi pas, ça en fait partie. Regardez ce que The Earth Foundation est en train de travailler. Donc The Earth Foundation au Ghana a développé tout un système d'upcycling. On va en parler un peu dans la presse cette semaine parce qu'ils vont annoncer un certain nombre de choses avec l'Institut français de la mode. Donc ça peut être intéressant à voir. Mais l'upcycling, c'est comme la location de vêtements ou de chaussures. Jusqu'à présent, on n'a aucun modèle économique qui fonctionne et qui tienne la route au-delà des 2-3 ans, etc. D'autres questions? Merci. On a déjà parlé un petit peu de saturation de marché et les besoins de changement de modèle de business plan ou peut-être économique. Et j'aimerais savoir si vous avez aussi, vous, quelques autres valeurs au-delà de valeurs économiques qui commencent à être visées, peut-être utilisées dans ces modèles de business qui commencent à changer. Oui, ça on le voit chez nos clients. C'est-à-dire par exemple, avec nos clients, on travaille sur des éléments. Enfin, on a un modèle qui s'appelle True Value. Enfin, c'est de se dire comment finalement on intègre cette notion de valeur créée au-delà d'une simple valeur, voire de
réussir à mettre une valeur à la création de valeur environnementale ou sociale. Donc oui, ça c'est des choses qui sont en train d'être travaillées, c'est des choses sur lesquelles les clients réfléchissent, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui les clients se disent en termes de gouvernance, comment moi je me fixe des objectifs et j'intègre finalement des indicateurs qui vont au-delà de la marge du chiffre d'affaires et d'autres. Donc oui, on le voit. J'en profite pour dire quand même que sur ce sujet de la mode circulaire, attention à ne pas oublier la soutenabilité sociale en fait de ça. En fait, on parle voilà, sur des marques, enfin, sur des gammes de petits prix. Ça adresse aussi un besoin aujourd'hui. Et donc, il ne faudrait pas que finalement, en mettant un système circulaire, on finisse par créer quelque chose qui ne permette plus de manière soutenable pour une partie de la population de se vêtir correctement. Et je pense qu'il y a un enjeu là, de ne pas oublier ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans la problématique aujourd'hui et dans toutes les campagnes politiques, entre guillemets, qui sont faites contre la fast fashion, on parle donc... Enfin, j'ai une expression un peu vulgaire, mais qui est des salauds de pauvres. C'est-à-dire que c'est eux qui alimentent la fast fashion, c'est eux qui vont chercher, etc., parce que c'est des vêtements pas chers. Il faut aussi permettre à des gens de s'habiller et d'habiller leurs enfants. Donc il faut faire attention dans le modèle que l'on préconise, dans le modèle que l'on soutient, qu'il y ait aussi la capacité pour des entreprises à avoir des prix pas chers. Donc, comment ça se fait? Comment faire des vêtements de qualité en grand nombre, de soutenir, etc. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais c'est vraiment, je pense, indispensable de l'avoir et de ne pas se tromper sur où sont les combats. Donc, des gens qui copient, qui ont leur modèle qui est fondé sur la copie, le non-respect de la propriété intellectuelle, oui, c'est un problème. Des gens qui ne respectent pas la contenance des produits, les substances, etc. Oui, c'est un problème, etc., etc. Le harcèlement publicitaire en ligne, oui, c'est un problème. Donc, mais il faut s'attaquer point par point pour pas jeter l'eau et le bébé. Et tu parlais de valeur du produit. Il va y avoir une nouvelle valeur qui va arriver, et ce, d'ici l'année prochaine, donc ça va arriver très vite, qui va être donc le scoring environnemental. Donc on a du mal à se l'imaginer, mais sur chaque vêtement, il va y avoir un score. Et donc ça, ça va être imposé par le gouvernement français, qui va être de 0 à, c'est pas capé, qui va représenter l'empreinte environnementale du vêtement sur l'environnement. Donc c'est vraiment nouveau. Et les entreprises sont en train de l'anticiper. La méthodologie a été released il y a 2 semaines. Mais c'est aussi nouveau en termes de valeur. C'est-à-dire que ça ne va plus que être un prix, un look, un vêtement, une matière, mais aussi maintenant une empreinte environnementale. L'enjeu, c'est aussi de, à terme, intégrer le social, puisqu'on en a parlé, mais ça fait évidemment partie des gros enjeux de la mode, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore intégré dans cette note, mais ça va arriver. Il est 45, on n'a plus le temps, mais merci. Si vous avez d'autres questions, on est là. Merci, mesdames.